le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, les yeux sont rivés sur Abidjan qui accueille cet après-midi ou ce soir à 20h la finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est le premier titre de cette édition. Avec vous, Famoulou Diorté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Comme vous l'avez dit, la page sport sera consacrée essentiellement au football, avec notamment la CAN 2023 qui rendra son verdict ce dimanche soir. La finale mettra aux prises le pays hôte, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Avant la grande finale, l'Afrique du Sud s'est emparée de la 3e place ce samedi aux dépens de la République démocratique du Congo. On fera également le point du championnat national de Ligue 1 et les championnats européens. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour toute cette actualité des sports. Et puis, rôle et importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. Thème de la rencontre internationale des détenteurs de savoirs occultes africains qui s'achève aujourd'hui à Bamako. De fortes recommandations sont attendues à l'issue de ce rendez-vous. L'invité de ce 13h dimanche est Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Il a lancé cette semaine une opération de désensablement des principales artères de la capitale malienne. Nous ferons avec lui le point de l'assainissement de la ville. À suivre un point complet de l'actualité internationale, nous irons notamment en République démocratique du Congo où les populations sont en colère contre l'Occident et les Nations Unies. Nous parlerons aussi du Sénégal où le président Macky Sall défend le report de la présidentielle et nie vouloir conserver le pouvoir. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Bamako, capitale des détenteurs de savoirs occultes africains, deuxième jour de leur rencontre internationale. Ce sont des rois, des reines, princes et princesses. Ils échangent notamment sur le rôle et l'importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. À l'ouverture des travaux, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a salué l'initiative et réitéré le soutien des autorités de la transition aux organisateurs. Mamadou Fane. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres, disait le philosophe Alexis de Tocqueville. C'est à ce retour dans le passé que les détenteurs du savoir africain nous invitent à travers cette rencontre internationale. Ils sont plusieurs têtes couronnées venues de différents pays d'Afrique à prendre part à cette rencontre dont le thème est rôle et importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. William Hope, chef de la délégation des rois d'Afrique. Il est temps qu'autant que nous sommes, nous comprenions que nous avons des valeurs. Et ces valeurs ont assez dormi. Et c'est le moment de se retrouver. Professeur Mamadou Babou Nyang, président du réseau des détenteurs de savoir occulte Afrique. Au cours de la rencontre, nous allons nous pencher sur l'Afrique afin de mieux vous être utile. Nous sommes de ceux qui, depuis des siècles, entièrement et perpétuent le lien entre ces deux mondes. La mise en synergie de nos cultures devient aujourd'hui plus que jamais une nécessité au regard des effets corrosifs de la mondialisation qui prône la suprématie culturelle des nations les plus développées. Andogoli Guindo, ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Vous donnez la bonne preuve de votre fervent attachement à la culture authentique de l'Afrique, mais aussi à l'intégration des peuples par la culture. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. L'Afrique authentique, l'Afrique de nos ancêtres glorieux est là et qu'elle restera. Dans cette ambiance fraternelle qui marque cette cérémonie, je voudrais vous traduire la profonde gratitude du peuple du Mali pour cette marque de fraternité, d'amitié sincère et de solidarité. La culture a ceci de particulier, c'est qu'elle relie les savoirs, les féconde pour donner le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Vous êtes les dépositaires et les détenteurs des pratiques et savoirs ancestraux, gardiens des valeurs sociétales supérieures, de vertus et normes d'éthique élevées. Les participants à cette rencontre ont tous salué le rôle du Mali dans l'éveil de conscience africaine qui a permis à plusieurs États de prendre leur destin en main. Le Conseil des têtes couronnées a saisi l'occasion pour introniser le professeur Babou Nyang, chef suprême du Conseil. Quant au colonel Assimi Goïta, il a été élevé au rang de chef suprême des armées d'Afrique par les rois. Bamako, qui abrite également la première édition
Des journées scientifiques du laboratoire de recherche en management et décentralisation, des chercheurs scientifiques travaillent sur la thématique sciences de gestion et insertion socio-professionnelle. Le but, approfondir la réflexion sur les orientations à donner aux sciences de gestion, les méthodes à adopter et promouvoir les bonnes pratiques dans le domaine. Benogo Fofana. Cette rencontre d'échange et de partage dans le but de susciter de l'intérêt pour la recherche scientifique regroupe 200 participants, dont 117 chercheurs de différents grades venus du Sénégal, du Niger et du Mali. Professeur Amara Nimaga, président de la commission d'organisation. L'objectif de ces journées consiste à approfondir la réflexion sur les orientations données aux sciences de gestion, sur les méthodes à adopter et sur les bonnes pratiques dans ce domaine. Professeur Siaka Fane, directeur général de l'Institut universitaire de gestion. Qui dit enseignants par des chercheurs et qui cherchent trouvent. Ensemble, nous trouverons des solutions à nos problèmes. C'est cela aussi l'objet de la recherche. Idrissa Sanou, secrétaire général de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Pour qui sait que notre pays vient de loin et qu'il doit faire face à beaucoup d'urgences liées à l'insertion, un aunitié méritoire est à vous adresser. Vos discussions, j'en suis persuadé, permettront de retenir des approches d'orientation des politiques. Ces journées scientifiques placées sous le thème « Sciences de gestion » et l'insertion professionnelle cadrent parfaitement avec la vision des autorités de la transition. Professeur Bourema Kansai, ministre de la Recherche scientifique. Il se pose la problématique de l'adéquation entre la formation et l'emploi. D'où le choix du thème central de ces premières journées intitulé « Sciences de gestion et insertion professionnelle ». Cette thématique nous interpelle tous et nous invite à nous poser les bonnes questions quant à l'élaboration des offres et programmes de formation. C'est à ce niveau qu'il faut instaurer, à mon sens, un dialogue permanent entre l'entreprise et l'université afin que ces offres et programmes universitaires soient co-construits. Pendant 2 jours, il y aura environ 100 présentations scientifiques sur la performance des organisations, l'entrepreneuriat, entre autres. Les travaux se dérouleront sur 3 sites que sont l'Institut universitaire de gestion, l'Institut universitaire de développement territorial et la Faculté des sciences économiques et de gestion. Vaste opération de désensablement des grandes artères de la capitale malienne, une opération initiée par la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. On en parle justement avec son président, Bala Traoré, qui est l'invité de ce 13h dimanche en direct dans ce studio. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour, monsieur Traoré. Alors, se débarrasser nos grandes routes du sable, qu'est-ce qui a motivé enfin cette initiative? L'initiative est partie d'un constat, c'est que l'insalubrité a atteint un niveau tel que si rien n'était fait, les conséquences auraient été très graves. Le constat peut être fait déjà au niveau des grandes artères de la capitale. Et si rien n'était fait, c'est les goudrons qui risquaient simplement de disparaître, tout simplement. Parce que le sable et la terre ont un effet corrosif sur le goudron. Alors il s'agit de faire le désensablement des grandes artères, depuis le viaduc RN27, Missabou, jusqu'au pont, en même temps de la Tour d'Afrique, et au niveau de Sogoninko, jusqu'au Square Lumumba, en passant par... Bref, les principales routes de la capitale malienne. Alors, on constate très souvent que le sable entassé n'est pas évacué et peut rester des jours, notamment sur les ponts. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que désormais on ne verra plus ce phénomène dans la capitale malienne? Ce sera un lointain souvenir bientôt. D'accord. Parce que sinon, si on met en tas les sables et qu'on ne les ramasse pas, ça revient au même, ça ne servira à rien. Il s'agira pour nous de les enlever et de les amener au dépôt de transit. Maintenant, des dépôts de transit pour les amener à la décharge finale. Des dispositions seront prises au quotidien pour chaque fois qu'on fait le désensablement, que les sables soient enlevés. Très bien. Sinon, l'œuvre sera sans intérêt. L'opération est lancée par vous-même pour durer une semaine. Une semaine, pensez-vous qu'il est réellement possible de réussir cette opération en une semaine? Pourquoi ne pas désensabler au quotidien? Considérons que ce qui se passe et qui a commencé depuis le 8, c'est un test.
Et au fur et à mesure que le test avance, au bout des 8 jours, nous allons nous asseoir, analyser, étudier, voir ce qui a été atteint, qu'est-ce qui peut être fait pour garantir plus ou moins la pérennité. Sinon, ça ne sert à rien de venir désensabler quelques jours, de tout laisser en plan et que ça revienne à la case de départ. Ce serait un non-sens. D'accord. Alors, au-delà de cette opération, quelle est votre politique d'assainissement du district de Bamako? Il s'agira de changer de méthode de travail d'abord. Et notre base, notre force est DSUVA, ce qu'on appelait couramment la voirie. Doter la voirie de maximum d'équipements et surtout de moyens humains. La voirie ne dispose que d'une trentaine de manœuvres sur lesquelles tout le monde n'est même pas opérationnel. Il s'agira de faire en sorte qu'on puisse avoir suffisamment de moyens pour au quotidien travailler avec 50 à 60 manœuvres environ. Nous-mêmes, nous allons mettre l'accent sur la génération des ressources, maximiser les ressources au niveau du district, minimiser les dépenses inutiles pour pouvoir faire face. Nous comptons davantage sur nous-mêmes, même si l'apport, le soutien de l'État nous est indispensable. Pour les équipements, le ministère de l'Environnement fait beaucoup pour nous. Et nous comptons sur le partenariat extérieur. Nous sommes sur un projet plus bas de la Banque mondiale qui devrait nous permettre d'aménager de nouvelles décharges finales et même d'avoir certains équipements, des bennes pour enlever les ordures. Nous sommes à ce niveau-là pour le moment. La délégation spéciale de la mairie du district est installée pour 6 mois, c'est bien ça? 6 mois, oui. En 6 mois, vous pensez pouvoir changer le visage de la capitale malienne? Nous sommes obligés de rester en respect des textes. C'est la loi 2023-005 du 13 mars définit le statut particulier du district de Bamako. Et dans l'article 14, ça explique les missions de la délégation spéciale. Nous ne pouvons pas agir en dehors de ces textes. Entre autres missions? Entre autres missions, il y a l'assainissement et la gestion des carrefours, la gestion des feux, la salubrité et même la circulation au sein de la capitale. Tout le monde constate l'état dans lequel on se trouve. Les gens pensent que les trottoirs peuvent être utilisés comme des marchés. Les étalagistes sont là, les kiosques, les parkings. Ce n'est pas admissible, ce n'est pas tolérable. Et nous n'allons pas l'accepter. Donc c'est un grand problème, un grand ensemble d'actions qu'on va entreprendre. Il faut s'attendre également à l'évacuation de nos artères dans les jours ou semaines à venir, c'est ça? Absolument. Alors, nous allons commencer par la sensibilisation. Que les uns et les autres comprennent que le trottoir est pour les piétons, aussi simple que ça. Le trottoir n'est ni un marché, ni un parking. Quand nous allons sensibiliser avec votre soutien, même l'ORTM, avec des sketchs, avec beaucoup d'autres initiatives, nous verrons après s'il faut passer à un autre niveau. Mais nous ferons les choses de façon graduelle. D'accord. Au-delà de l'assainissement, de tous ces projets que vous venez d'évoquer, quelles sont les autres grandes actions engagées par la délégation spéciale de la mairie du district à ce jour? À ce jour, nous avons commencé le travail le 16. Mais le 19 déjà, nous étions au Hall de Bamako. Il y avait un grand désordre au Hall de Bamako. Le 29, nous sommes passés dans tous les carrefours, tous les grands ronds-points de la capitale pour voir comment on peut les réhabiliter. Avant de les réhabiliter, il faut faire l'état des lieux. Mais le 5 février, c'était la visite des lieux pour voir tous les feux défectueux. Tous les feux défectueux. Il y a une trentaine. 17 sur la rive gauche, 13 sur la rive droite. Incessamment, dans les prochaines semaines, nous allons faire en sorte que tous ces feux-là soient réhabilités. Maintenant, c'est en ce moment que nous avons commencé la grande opération du désensablement que vous constatez, et même devant l'ORTM, avenue de la Marne. Tout à fait. Alors, si vous avez un message particulier à lancer aux populations de la capitale malienne aujourd'hui, quel est cet appel? L'appel est que l'homme est au centre, l'homme est au départ et à l'arrivée de tout ce qui se passe comme insalubrité dans cette ville. Les ordures ne tombent pas du ciel, même si on reconnaît qu'il y a les intempéries qui jouent un rôle. Mais il faut que les uns et les autres attachent une importance particulière à la propriété de la ville. Que les uns et les autres cessent de penser que ce qui est la voie publique n'appartient à personne et qu'on peut y jeter et abandonner ce qu'on veut. Non. On ne peut pas produire des ordures chez soi, en privé, et amener ces ordures sur la voie publique comme si ça concernait l'ensemble de la population. Quelque part, c'est un peu irresponsable.
Peut-être parce qu'à certains moments, certaines expériences ont commencé qui n'ont pas bien fonctionné, notamment aux zones. Mais on ne peut pas en tirer argument pour continuer de laisser aller. Nous voulons que les uns et les autres comprennent que quels que soient les efforts des autorités, quels que soient les efforts du district, il leur revient à eux-mêmes de prendre certains minimums de précautions, notamment chercher des poubelles, les installer devant leur maison, prendre attache avec des GIE. Les GIE viennent faire la précollecte au niveau de leur domicile. Ça nous sortira de toutes ces pratiques-là, de prendre des ordures de la maison, les mettre dans les sacs pour aller les exposer sur les grandes artères, ce qui n'est pas du tout agréable. Donc que les uns et les autres changent de mentalité et de comportement. Très bien, Monsieur Bala Traoré, je rappelle que vous êtes président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion. Actualité hors de nos frontières, colère des populations en République démocratique du Congo. Elles accusent l'Occident et les Nations Unies de passivité face à l'agression de leur pays par les rebelles du M23, appuyés notamment par le Rwanda, selon ces populations. Hier, des scènes de violence ont éclaté à Kinshasa. La Sénékeïta que réclament ces manifestants en colère. Après un appel à mobilisation lancé par deux prédicateurs proches du régime contre les chancelleries occidentales à Kinshasa, une centaine de manifestants en colère souhaitent que les chancelleries occidentales mènent des actions plus fortes contre le Rwanda. On pouvait lire sur les banderoles « Dégagez, bande d'hypocrites, agissez ou partez » ou encore « L'Occident complice du génocide congolais ». Des propos très critiques contre les Nations Unies et l'Occident accompagnés des scènes de violence à côté des ambassades américaines, chinoises et portugaises à Kinshasa, non loin également du quartier général de la MONUSCO. Les manifestants ont été stoppés par la police juste à l'entrée de l'avenue des Aviateurs, abritant ces représentations diplomatiques. On pouvait également voir des véhicules de la MONUSCO brûler, des pneus incendiés sur le boulevard du 30 juin. Dans un communiqué, l'émissaire de l'ONU dans le pays, Bintou Keïta, a dénoncé cet acte et juge inacceptable des menaces et attaques contre les agents des Nations Unies et leurs familles. Le gouvernement congolais, de son côté, à l'issue d'une réunion urgente de sécurité, a condamné énergiquement ces actes de violence. Merci beaucoup, Lassine Keïta. Et quelques brèves internationales avec vous. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Commençons par le Sénégal où le président Macky Sall défend le report de la présidentielle du 25 février et nie vouloir conserver le pouvoir. Dans sa première interview depuis l'annonce du report de la présidentielle, le président Macky Sall a balayé les allégations selon lesquelles la décision était inconstitutionnelle. Pour lui, le pays avait besoin de plus de temps pour résoudre les controverses sur la disqualification de certains candidats à la présidentielle. Je suis pour un processus inclusif, transparent et apaisé qui nous permet de passer le relais en douceur et en toute sérénité, a déclaré le président Macky Sall qui nie, vous l'avez dit, également toute tentative de conserver le pouvoir. Cette sortie médiatique est loin de calmer la rue. Vendredi, plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays. Au moins 2 personnes seraient décédées. Au Gabon, le gouvernement décide de repousser l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires civils de 60 à 62 ans. Cette décision, selon le gouvernement, entre dans le cadre d'une série de réformes lancées depuis plusieurs années concernant les retraites. Mais elle ne fait pas que des heureux. Si les fonctionnaires se réjouissent de cette décision gouvernementale, les jeunes diplômés sans emploi s'y opposent dans un pays où le chômage des jeunes serait proche de 40%. Au Cameroun, ce 11 février dédié à la jeunesse, depuis 58 ans, le président Paul Biya délivre un traditionnel message à ses jeunes compatriotes. Le président Paul Biya a donc sacrifié hier soir à cette tradition, faisant le constat d'une jeunesse de plus en plus tentée par le choix de l'immigration. Il a mis en garde contre cette tendance. Certes, notre pays, comme bien d'autres dans le monde, connaît une conjoncture difficile. Cependant, la solution n'est pas toujours de s'en aller. Partir, oui, mais pas à n'importe quel prix, souligne le président Biya dans son message. Également, dans l'actualité sur le continent, le Parlement malgache qui a voté cette semaine le durcissement des peines infligées aux auteurs de viols sur enfants. En complément des peines de travaux forcés qui équivalent à la prison, le code pénal malgache prévoit désormais une peine de castration chirurgicale à l'encontre des auteurs de viols commis sur un enfant de moins de 10 ans. Il est également prévu la castration chimique ou chirurgicale contre les violeurs d'enfants âgés entre 10 et 18 ans. Une décision prise pour lutter contre la recrudescence des viols sur l'île, explique le ministre de la Justice. Le texte doit encore être validé par la Haute Cour constitutionnelle avant que le président de la République ne le promulgue. Au Moyen-Orient, le ministre iranien des Affaires étrangères en visite à Beyrouth
a déclaré que son pays continuera de soutenir le Hezbollah. Pour le chef de la diplomatie iranienne, la sécurité du Liban est celle de l'Iran et de la région. Hossein Amir-Boulayan a appelé les États-Unis à faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à son offensive dans la bande de Gaza. La poursuite du soutien américain au régime sioniste et à Netanyahou n'entraînera d'autres résultats qu'une défaite finale, a-t-il déclaré. Au cours de sa visite, le ministre iranien des Affaires étrangères devrait rencontrer les responsables libanais et s'entretenir avec le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Aux États-Unis, le Congrès approuve officiellement la vente des F-16 américains à la Turquie. C'est le point final. Ibrahima Traoré a des mois de tractations entre Washington et Ankara. La décision du Congrès d'approuver l'acquisition par la Turquie de 40 avions F-16 et de 79 kits de modernisation pour d'autres appareils F-16 de type plus ancien est une grande avancée. C'est félicité l'ambassadeur américain à Ankara dans un message publié sur le réseau social X. Le gouvernement américain avait donné le 26 janvier dernier son accord à cette vente d'un montant de 23 milliards de dollars. Merci beaucoup Brahma Traoré pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous restons justement aux États-Unis où Donald Trump a menacé hier samedi lors d'un meeting en cas de sa réélection de ne plus garantir la protection de l'OTAN face à la Russie. On en parle avec vous, Mohamed Sangaré, bonjour. Et bonjour Ibrahim Traoré. Alors qu'est-ce que Donald Trump reproche à ses alliés de l'OTAN ? L'ancien président américain Donald Trump reproche régulièrement à ses alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN de ne pas financer suffisamment l'institution de défense commune. Lors d'un meeting en Caroline du Sud, Trump a rapporté une conversation avec un des chefs d'État de l'OTAN, sans le nommer, une conversation au cours de laquelle le milliardaire aurait demandé à ses alliés de s'acquitter de leurs dettes. Cette déclaration intervient après que Trump, probable candidat face au président démocrate Joe Biden lors de la présidentielle de novembre 2024, a fait pression sur les alliés républicains au Congrès pour enterrer un projet de loi prévoyant le versement d'une nouvelle aide à l'Ukraine ainsi qu'une réforme de la politique migratoire. L'accord actuellement bloqué au Congrès prévoyait une enveloppe supplémentaire d'aide à l'Ukraine et à l'Israël. D'un montant de 95 milliards de dollars, elle sera débattue la semaine prochaine et comprend des fonds pour la lutte d'Israël contre le Hamas et pour un allié stratégique clé qui est Taïwan. Lors de ce meeting, Donald Trump s'est aussi à nouveau emparé du dossier brûlant de l'immigration, autre grand sujet de controverse de la campagne électorale. Sous sa pression, les élus républicains semblent avoir décidé de bloquer toute réforme de la politique migratoire avant l'élection présidentielle. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré, pour toutes ces explications. Retour à l'actualité nationale dans quelques instants. Une révolution textile amorcée à Ségou le week-end dernier lors de la nuit du pain tissé en marge de la 20e édition du Festival sur le Niger. Le ministère en charge de l'artisanat, à travers le Centre de développement de l'artisanat textile, CDAT, œuvre à l'adaptation des tenues professionnelles au contexte mali-finou, ainsi des secteurs comme la justice, la religion, la santé ou encore l'enseignement sont concernés par une première collection présentée à Ségou. Une collection sous les projecteurs de notre reporter Cheikh Oumar Sangaré. Mali Koura, Mali Fini Koura. Une véritable révolution textile est amorcée par les centres de développement de l'artisanat textile CDAT. La collection présentée lors de la nuit du pain tissé à Ségou est essentiellement composée de tenues professionnelles. Pour les hommes de droit, on a la toge et l'épitoge pour avocats et magistrats. La toge avec épitoge rouge à grandes manches destinée exclusivement aux magistrats et la toge avec épitoge pâté aussi portée par les magistrats. Dans la collection du CDAT, on retrouve également la toge universitaire avec mortier porté par des professeurs d'enseignement supérieur, des tenues du personnel sanitaire, notamment la robe de la matrone et la tenue des chirurgiens, ajoutez à cela la tenue du boulanger. Dans ce travail ingénieux, les religieux ne sont pas oubliés par les CDAT. Le biche pour imam sous différentes coupes, le vêtement de liturgie pour prêtre ou encore le costume ecclésiastique qu'est la soutane avec sa croix pectorale et sa ceinture. Ousmane Koulibaly, directeur du CDAT. Tout est fait à partir du pain tissé. Et nous avons
un souci, en tout cas nous avons un message à lancer à partir de cela. C'est que nous avons parlé de la souveraineté. C'est vrai, nous l'avons retrouvée. Mais cette souveraineté passe nécessairement par une indépendance totale. Et elle ne peut être acquise que lorsque nous consommons ce que nous transformons. C'est dans ça que nous avons notre salut. C'est dans ça que nous pouvons garantir notre souveraineté. Et oui, notre souveraineté vestimentaire est en marche. Les tenues ainsi présentées sont faites avec le coton cultivé au Mali, filé et tissé par nos artisans et cousu par nos stylistes. Pour l'atteinte des objectifs de cette souveraineté vestimentaire, les artisans sous l'égide du CDAT comptent sur les commandes publiques. Ousmane Koulibaly, directeur du CDAT. Si l'État, le gouvernement ou chaque corporation venait à nous faire la commande aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille ensemble. Le CDAT va être en tout cas levier de coordination, mais c'est les artisans qui vont avoir en tout cas le boulot de ça pour pouvoir avoir plus de rentabilité. Et cela ne peut être garanti que lorsque ces artisans se regroupent, sont d'accord à travailler ensemble. Parce que pour faire ce travail, il faut un travail de chaîne. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Je voudrais vivement encourager les tisserands maliens, les semi-industriels, les couturiers, les stylistes, en leur demandant de n'avoir aucun complexe. Parce que l'intelligence n'a pas de frontières, l'intelligence n'a pas de pays, la créativité n'a pas de frontières, elle n'a pas de pays non plus. Ces tenues professionnelles, jadis importées des fois, peuvent être désormais fabriquées ici par nos artisans. Ainsi, elles peuvent être mieux adaptées à nos propres valeurs. Cela est important dans la mouvance du consommé malien et de la réaffirmation de notre souveraineté. L'actualité des sports, Famourou Djourté, bien installé dans ce studio. Hein? Très bien, Ibrahima Traoré. Football Cannes 2023. La finale se joue ce dimanche 11 février. Elle oppose la Côte d'Ivoire au Nigeria. Quelles sont les forces et les faiblesses de ces deux équipes? Triple vainqueur de la CAN 1980-94-2013, le Nigeria a surpris les observateurs par sa solidité défensive. Rarement mis sous pression, il dispose de la meilleure défense du tournoi et peut compter sur une attaque talentueuse portée par Ademola Lookman, 3 buts, et surtout Victor Osimhen, Ballon d'Or africain 2023. En phase de poule, le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire par 1-0. Alors, après une première partie de compétition en deçà de son potentiel de vainqueur de la CAN, la Côte d'Ivoire est montée en puissance au fil des tours. Désormais portée par tout un pays, les éléphants croient plus que jamais en leur capacité d'écrire l'histoire avec une troisième CAN. Dotée d'une vraie profondeur d'effectifs, les Ivoiriens ont inscrit 6 buts avec 6 buteurs différents. Après avoir éliminé le Sénégal, tenant du titre, puis le Mali au terme de match à répondissement, la Côte d'Ivoire est apparue plus sereine face à la République démocratique du Congo en demi-finale et semble arriver dans sa meilleure dynamique avant la finale de ce dimanche 11 février face au Nigeria. Il s'agit de la finale de la 34e Coupe d'Afrique de football qui verra du même coup un duel au sommet entre les deux géants, les deux attaquants, Victor Osimhen du Nigeria et Sébastien Haller de la Côte d'Ivoire qui font le poids au sein de leur sélection. La Côte d'Ivoire de Sébastien Haller cherche une troisième étoile pour accrocher à son maillot pendant que les Super Eagles d'Osimhen sont à la recherche d'une 4e victoire continentale et chacune des deux équipes voudrait utiliser les meilleures armes possibles au stade olympique de Bimpe ce soir à 20h GMT pour sortir victorieuse. Les deux staffs sont en train de préparer donc les meilleures stratégies qui puissent exister. Les deux entraîneurs ont animé une conférence de presse ce samedi au Palais de la Culture de Treichville et se sont lâchés. Pour le coach du Nigeria, José Pesero, ce sera du 50-50. Les journalistes ont voulu qu'il apprécie les performances individuelles de ses poulains, mais il a simplement dit que le football est un sport collectif, mais les observateurs les plus avisés donnent près de 40% de poids d'Osimhen sur cette équipe du Nigeria. L'attaquant nigérian ne marque pas beaucoup, certes, dans cette CAN, un seul but depuis le début de la compétition, mais reste le poison des différentes défenses. On a une belle opportunité de garder la coupe à la maison. Le sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire, Emers Faye, qui est arrivé en conférence de presse avec son serial buteur Sébastien Haller, a déclaré qu'ils ont une belle opportunité de garder la coupe à la maison et de rajouter une troisième étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire.
Le Niger a déjà battu la Côte d'Ivoire, je le disais tantôt, dans cette compétition. Mais Sébastien Haller a fait savoir que le match de poule est différent de la finale. L'attaquant ivoirien blessé n'avait pas pu disputer les premiers matchs de poule, mais a fait son retour en quart et en demi-finale, tout comme Simon Adengra, qui retrouve ses camarades après une blessure. On est bien content du retour de deux armes de destruction massive, a qualifié ses retours le coach des éléphants Emers Faye. Pour lui, qui a surfé entre deux systèmes de jeu dans cette compétition, 4-2-4 et 5-4-1. Sur l'aspect psychologique, les deux équipes sont différentes. Les deux sélections seront au même niveau. Ça va donc se jouer sur le mental. L'actuel meilleur joueur africain et meilleur buteur du championnat italien en titre, Victor Osimhen, nourrit l'espoir de remporter le 34e trophée de la CAN, une première dans sa carrière, tout comme Sébastien Haller qui n'a jamais lui aussi remporté de CAN. C'est à 20h temps universel que les deux géants du football africain vont se croiser pour la finale de la CAN. Osimhen et Haller disputent leur première finale de CAN de l'histoire. Un match à ne pas manquer sur nos antennes. L'Afrique du Sud termine à la 3e place. La CAN pour la 2e fois de son histoire. Hein. Oui, mais le score a été, c'était très serré au sommet. Oui, le score a été, c'est contre le scénario de la rencontre que les Bafana l'ont emporté dans cette petite finale contre la République démocratique du Congo. Le score était de 0-0 après 90 minutes de jeu. Bemba et ses partenaires ont eu de nombreuses occasions, mais c'est finalement dans l'exercice des tirs au but que les Congolais ont craqué face à un grand Ron Williams. Le capitaine sud-africain a récidivé ce samedi en stoppant 2 tentatives des Léopards pour battre le Congo 6-5 au tir au but et permettre au Bafana de terminer 3e de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Parlons du championnat national de Ligue 1. Le stade malien de Bamako, avec 33 points plus 14, reprend les commandes. Hein? Oui, mais c'est très serré au sommet du classement. Le trio de tête est dominé par le stade malien de Bamako, 33 points plus 14, devant l'AS Hiral, 33 points, 2e plus 13, et Djoliba AC, 3e, 33 points plus 10. Au pied du podium, on retrouve l'AS Bakaridian, 4e, 28 points, suivi de l'US Bougouba, 5e, 27 points. Ce samedi, en clôture de la 17e journée, le stade malien de Bamako a été accroché par 11 cratères 0-0. L'AS Bakaridian a concédé également le match nul 0-0 face à l'AS Police. Le COB a cartonné l'Union sportive du Cercle de Kita 4-0. Vendredi, l'AS Real de Bamako est tombé 1-0 face à l'ASCO. Le Real a enregistré du coup sa 2e défaite de la compétition. Blacksar et ATS de Koro ont décroché 3 points précieux en vue du maintien en battant respectivement Afrique Football Elite 2-1 et l'USFAS 1-0. Le match Binga FC US Bougouni n'a pas connu de vainqueur, 0-0. En ouverture jeudi, le Djoliba AC a battu l'US Bougouba par 1-0. Les championnats européens se poursuivent même en période de CAN. Hein. Brièvement, quels sont les derniers résultats? En France, sans Kylian Mbappé resté sur le banc toute la partie, le PSG n'a pas tremblé contre Lille 3-1 à 4 jours d'affronter la Real Sociedad en 8e de finale aller de la Ligue des Champions d'Europe. En Espagne, porté par son duo Vinicius Bellingham, le Real Madrid écrase Girone et prend le large en tête de la Liga grâce à des réalisations de Vinicius 5e minute, Bellingham 35e, 54e et Rodrigo 61e minute. Le Real Madrid a dominé Girone 4-0 ce samedi soir dans le choc de la 24e journée de la Liga opposant le leader et son dauphin. Les hommes de Carlo Ancelotti prennent désormais 5 points d'avance en tête du championnat. En Allemagne, le Bayer Leverkusen frappe fort en battant largement le Bayern Munich par 3-0 et creuse l'écart en tête dans ce top spiel de la 21e journée de Bundesliga. Le Bayer Leverkusen n'a pas tremblé et a battu le Bayern Munich grâce à des buts de Josip Stanic, Alejandro Grimaldo et Jérémy Frimpong. Après 31 matchs, le Bayer Leverkusen est toujours invaincu cette saison, toutes compétitions confondues, Bundesliga, Coupe d'Allemagne et Ligue Europa. En Angleterre, mieux devant le but depuis novembre dernier, Erling Haaland a signé un doublé qui a donné la victoire à Manchester City 2-0 face à Everton lors de la 24e journée de Premier League. Ensuite, Liverpool s'est imposé 3-1 devant Burnley. Ce succès permet aux Reds de reprendre à Manchester City la tête du championnat. Dans le même temps, Tottenham a arraché une victoire à domicile 2-1 face à Brighton. Et enfin en Italie, l'Inter Milan a renversé l'AS Roma ce samedi, d'abord en tête au bout de 10 minutes, puis mené à la mi-temps. L'Inter Milan a finalement pris le dessus sur l'AS Roma 4-2 lors de la 24e journée de Serie A. Avec cette victoire, l'Inter continue sa série d'invincibilité à l'extérieur cette saison, 10 victoires, 2 matchs nuls, et conforte encore plus sa première place au classement. La Roma, quant à elle, reste 5e. Merci beaucoup, Famurou Djurté, pour toutes ces informations sportives. Et bien, nous rappelons simplement que cette actualité
des sports est dominé aujourd'hui par la finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui opposera à 20h temps universel la Côte d'Ivoire au Nigeria. Un match à ne pas manquer sur nos antennes. Merci Famoulou Djourté qu'on retrouvera dans un instant dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. 13h35, ainsi s'achève ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale et à la rédaction en chef Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré. Grand merci à la Sina Ankeitan qui est à la réalisation. Prochain cap des infos sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM. Tout à l'heure à 19h30. D'ici là, excellent moment de radio en notre compagnie. Bon dimanche.